dans ce cas-ci, dans la population, chez les gens. Et ça, c'est un phénomène qui est assez différent et qu'on n'avait pas dans le reste de l'informatique jusque-là, jusqu'à ce moment-là. Donc ça, c'est un phénomène, on reviendra dessus, parce que ça pose des questions, bien sûr, de société, mais aussi des questions informatiques. Donc les réseaux sociaux, pourquoi enseigner cela? Parce qu'on retrouve dedans toutes les grandes questions d'informatique, ou à peu près. On retrouve des questions de sécurité, on retrouve des algorithmes passionnants, avec en plus des enjeux qui sont dus à la taille. Quand vous avez des milliards d'utilisateurs, et la question de complexité, de trouver un algorithme qui est un peu plus rapide que l'autre, elle se pose immédiatement, et en concret, il faut aller chercher les algorithmes les plus astucieux qui ont été conçus pour pouvoir faire fonctionner ça. Vous avez des questions sur les données, donc toutes les questions sur les bases de données, comment est-ce que vous stockez les données, comment vous les codez, comment vous les restituez. Toutes ces questions-là, elles apparaissent nécessairement quand vous êtes en train de regarder les réseaux sociaux. Et vous avez aussi toutes les questions d'IA, on reviendra peut-être dessus après, c'est-à-dire vous cherchez à faire du prévisionnel, vous cherchez à faire de la recommandation, vous cherchez à interpréter ce que les gens sont en train de faire avant qu'ils ne l'aient fait. Donc toutes les grandes questions de l'IA, vous les retrouvez dans le contexte des réseaux sociaux. Que je change de micro. Ok. Alors, un peu d'histoire sur les réseaux sociaux. Donc l'histoire, alors il y a eu des essais un petit peu avant, mais les grands réseaux sociaux qu'on va trouver aujourd'hui ont les noms qui sont là, avec des chiffres extravagants qui sont là, et surtout donc une croissance vertigineuse. D'ailleurs, en l'espace de quelques années, on va passer de quelques millions, alors c'est déjà beaucoup, mais de quelques millions d'utilisateurs à des milliards d'utilisateurs. Donc, je donnais les chiffres pour, bien sûr, le plus connu des réseaux sociaux, dans lesquels on voit aussi que les zones démographiques qui sont les plus importantes, c'est pas les États-Unis comme on peut le penser, ça va être l'Europe et surtout ça va être l'Asie et le Pacifique, c'est là où on va trouver le plus grand nombre d'utilisateurs. Ça va aussi avoir son incidence derrière. Alors, il y a d'autres réseaux sociaux qui montrent que ça ne marche pas à tous les coups. Il y en avait un qui était parmi les premiers, qui s'appelait MySpace, qui était valorisé à 230 millions de dollars en 2008. Et quelques années plus tard, Rupert Murdoch, qui n'est pas nécessairement le plus imbécile des hommes d'affaires, a revendu ça pour ce qui, en comparaison, est une bouchée de pain, pour 35 millions de dollars, donc quand même beaucoup moins que ceux qui l'avaient payé avant. Donc on ne gagne pas à tous les coups, c'est pas juste une question d'être là au bon moment et le premier qui arrive qui ramasse. Il y a derrière beaucoup de choses qui vont faire qu'un réseau social va fonctionner ou un autre pas. Et aujourd'hui, d'autres réseaux sociaux qui sont importants, les réseaux sociaux de type professionnel. Alors, je mentionne Diego parce que c'est celui qui a été défendu pendant longtemps par la France, mais qui a plutôt perdu la bagarre face à LinkedIn. Et enfin Twitter qui est en bas. Sur Twitter, c'est pas tout à fait le cas. Je peux avoir envie d'être un follower de Monsieur Trump, et Monsieur Trump n'a peut-être pas envie d'être mon follower. Donc quelque part, c'est un réseau asymétrique qu'on va aussi vouloir modéliser d'une façon un petit peu différente. Alors juste une liste que je suis allé pêcher sur Wikipédia hier pour montrer que les réseaux sociaux donc les plus importants, on va les trouver là-dessus, ça date de 2018. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on les regarde, on les connaît peut-être pas tous. En fait, il y en a quelques-uns qui sont clairement sur notre marché français, qu'on connaît parce qu'on en entend parler tous les jours, soit par nous, soit par vos élèves. Et puis il y en a qui nous échappent parce que ils sont finalement, peut-être, ils ont quand même 1 milliard d'utilisateurs et néanmoins, ils sont en Chine. Et donc, comme ils sont basés en Chine, ils ont effectivement beaucoup de gens, mais chez nous, on a plus de mal à les voir. Alors, il y a là-dedans des réseaux sociaux qui sont chinois, il y en a un qui est russe, il y a 2 japonais qui sont Line en particulier, enfin, japonais. Il n'est pas japonais, mais il est celui le plus utilisé au Japon. Et puis, il y a quand même effectivement au moins 5 ou 6 réseaux chinois là-dedans. Donc, c'est pour surtout indiquer, il n'y a pas un seul réseau social. C'est pas parce qu'on parle toujours du même. En fait, il y a une variété très grande de réseaux sociaux avec des configurations, des positions sur le marché, des objectifs qui sont différents. Et puis, pour nous, informatiquement, ils cherchent à faire fonctionner des choses différentes. Alors, soit de la vidéo, de la musique, de la collaboration. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer là-dessus. Bon, alors cela dit, les réseaux sociaux n'ont pas commencé le jour où Mark Zuckerberg a lancé Facebook. D'accord ? Ça existe depuis longtemps.
Depuis longtemps, les mathématiciens, les sociologues s'intéressent à cette question, se sont posé la question, ben est-ce que finalement, quand je prends l'être humain et je le mets avec d'autres, et que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le groupe et les interactions de groupe vont donner quelque chose, et en quoi est-ce que cela va changer encore une fois le comportement, le vote d'un être humain, toute cette question-là, elle se pose depuis un moment. Donc il y a des exemples qui ont été étudiés depuis longtemps, le vote à l'ONU, un parti politique dans lequel on essaye de regarder de quelle façon les gens vont se diviser, sont regroupés en fonction de leur discours, en fonction de leur vote. Ça, c'est étudié depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que Facebook. Très amusant, c'est celui de l'Eurovision. Vous regardez comment les pays vont voter, et puis vous étudiez ce graphe et vous le superposez sur un graphe géographique, et puis vous essayez d'analyser et de comprendre des choses. C'est un réseau social tout à fait passionnant. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est étroitement associé au projet ClassCode. ClassCode derrière un réseau social de gens qui essayent d'apprendre ensemble. C'est encore des réseaux sociaux. Donc celui-là, il n'est pas avant Facebook, mais c'est pour dire qu'on peut faire toutes sortes de choses avec. Alors très historiquement, si je recherche, on va trouver des travaux dès le 19e siècle d'Émile Durkheim en France et Ferdinand Tönnies en Allemagne, qui va s'intéresser à des questions très compliquées sur justement quel est le type de groupe et comment ça va influencer le comportement des gens. Et un peu plus loin, donc la personne à qui on peut associer les premiers dessins de ce type-là, ce qu'on appelle des sociogrammes, c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Moreno, qui était en Autriche, et qui se dessinait des graphes des classes, donc des classes de ce que l'on pourrait appeler le CE1, le CE2, le CE3, et étudier donc les interactions entre les élèves, et puis montrer qu'effectivement les graphes étaient différents en fonction des âges. Donc c'était le genre de choses qu'on peut avoir encore envie de faire et que les gens vont essayer de faire là. Donc on va retrouver ça sur Wikipédia. Donc il y a un joli article en français sur monsieur Jacob Lévy Moreno. Et il y a un même article en anglais, mais qui n'est pas le même, qui est absolument fantastique de voir. De temps en temps, vous trouvez ça sur Wikipédia, des différences colossales entre la version anglaise et la version française. C'est le cas ici. Les Anglais disent que c'est l'inventeur du psychodrame, et les Français ne reconnaissent absolument pas que c'est l'inventeur du psychodrame. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui aura dû inventer ça à un autre moment. Donc tout ça, c'est pour dire que donc les questions sur les réseaux sociaux durent depuis longtemps, et travailler au niveau de la classe, c'est une chose. Peut-être l'expérience la plus grande, la plus importante qui marque le début de l'étude des réseaux sociaux, c'est l'expérience de Milgram de 1969. Milgram se pose la question, finalement, entre moi et l'autre personne qui est à l'autre bout des États-Unis, donc il était aux États-Unis, quelle distance y a-t-il ? Et donc, il cherchait à faire une expérimentation dans laquelle chaque personne ou les personnes qui participaient à l'expérience avaient une lettre qu'ils devaient faire parvenir à une autre personne à l'autre bout des États-Unis, mais ils ne pouvaient écrire eux-mêmes, renvoyer la lettre qu'à quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc, ils envoyaient la lettre à quelqu'un qu'ils connaissaient, qui devait continuer avec la lettre un peu plus loin, et ensuite un calcul se faisait pour dire qu'il y avait 6 degrés de séparation entre les différentes personnes, et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du petit monde, le small world, le fait que, effectivement, pour aller d'un individu à un autre, c'est finalement pas très long. Okay, on reviendra dessus dans 2 secondes. Donc c'était aux États-Unis, c'était une expérience, alors je mets il a prouvé entre guillemets, parce que on peut quand même se poser des questions techniques sur le déroulé de l'expérience. Les lettres sont parties, et en fait il a compté les lettres qui sont arrivées pour savoir combien de degrés ont eu les lettres qui sont arrivées. Mais en ne comptant pas les lettres qui ne sont pas arrivées, ça peut effectivement introduire quand même largement un biais. Alors justement, sur Internet, c'est quoi la distance ? Sur Internet, c'est différent, on peut faire le calcul, et puis le calcul est fait régulièrement. Le dernier calcul date de 2016, donc vous pouvez poser la question, vous prenez 2 personnes sur Internet, et vous vous demandez, entre 2 personnes sur Internet, sur un réseau qui est le réseau des réseaux, le réseau de notre ami Facebook, encore une fois, d'accord, mais quelle est la distance entre 2 personnes ? Donc la distance en 2016, c'est de 4,57. 4,57, 1, ça veut dire un saut. D'accord ? Donc il faut faire 1, 2, 3, 4,57 en moyenne pour aller d'une personne lambda à une autre personne lambda sur Internet. Alors ce qui est intéressant là-dedans, donc ce qui est intéressant, c'est 2 choses. C'est de voir que le nombre est en diminution au bout des années. C'est-à-dire que finalement, plus Internet augmente en taille, plus les gens sont proches.
Ce qui est quelque part pourrait paraître contradictoire. Si vous prenez deux personnes, aujourd'hui les gens sont plus proches, y compris alors qu'il y a plus de gens sur Internet, si je prends deux personnes de façon aléatoire. Il y a aussi quand même derrière une vraie question intéressante, c'est, j'ai bien compris, enfin j'ai compris, on a parlé de l'expérience de Milgram et comment Milgram a fait son truc, mais comment ça se passait pour l'expérience sur Internet? Sur l'expérience sur Internet, bon, on peut faire tourner des algorithmes. Puisque quelque part, on a cette espèce de gigantesque graphe, on a ces 2 milliards de personnes avec les gens qui sont connectés les uns avec les autres. Donc, on pourrait faire tourner des algorithmes. Sauf que pour les informaticiens, aller chercher la fermeture transitive d'un graphe, d'accord, c'est des algorithmes cubiques. Donc, je rentre pas tout à fait là-dedans, mais ça veut dire que ça ne marche pas pour 1 milliard. On ne peut pas faire des algorithmes comme ça. Donc ils sont allés chercher des algorithmes de français célèbres, d'un français qui s'appelait Philippe Flageolet, pour trouver justement une façon statistique d'obtenir ce genre de résultat. C'est pas facile, hein. Le problème de trouver à quelle distance est en moyenne une personne d'une moyenne suppose que vous êtes capable de calculer la distance entre deux personnes quelconques. S'il y a 1 milliard de personnes, 1 milliard au carré, ça fait beaucoup de zéros. Alors, ça me fait du 10 puissance 18. Donc, même pour une machine puissante que peut se payer cette entreprise, ça ne va pas si bien marcher que ça. Ok, alors, donc ça c'était pour présenter quelques idées de base sur les réseaux sociaux. Quelques questions, quelques méthodes. Donc, des questions un peu générales ou des questions que les gens se posent là-dessus. Le premier, c'est, donc ça ne va pas être l'informatique, c'est la première question, mais c'est des chiffres que je trouvais amusants aussi. C'est que l'Internet ne serait pas le triomphe de la solitude. Ou autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas justement une façon de s'isoler des autres. Donc là aussi, il y a des moyens de mesurer les choses, et il y a un sociologue anglais qui s'appelle Robin Dunbar, il n'est pas de chez vous, il me semble qu'il est à Oxford, ouais, c'est ça. Donc il y a Robin Dunbar, qui est un sociologue anglais qui avait fait un calcul à l'époque et qui avait trouvé qu'il y avait un nombre magique qui était 148, enfin vous prenez 150, qui est à peu près le nombre d'amis qu'on est capable d'avoir à un moment donné. Amis étant, alors la réponse étant, il y avait une série de critères à remplir pour dire ce que c'était qu'un ami, et derrière la discussion, elle va sur l'idée que, au-delà de ce chiffre-là, on n'est pas capable cognitivement de supporter la charge, ça devient juste trop compliqué de gérer mentalement son carnet d'adresses. Donc c'était la théorie qui marchait là-dessus. Sans que c'est une théorie qu'il y a un petit peu quand même des difficultés à fonctionner. Donc les gens continuent à travailler là-dessus. Et un peu plus tard, en 2000, Peter Kelworth est arrivé à un chiffre beaucoup plus grand, de 290. Donc en 2000, vous n'avez pas encore les réseaux sociaux. Mais vous avez déjà Internet qui permet aux gens de s'envoyer des mails et de discuter ensemble. Et donc en utilisant à peu près les mêmes définitions qui avaient été introduites quelques années plus tôt, il se rend compte qu'Internet et le fait que les gens peuvent commencer à discuter à distance fait que le ressenti de j'ai des gens qui sont amis de mes amis, ce ressenti va s'améliorer. Et beaucoup plus controversé, en 2010, et cette fois-ci on a l'effet réseaux sociaux, mais nous aurions tous 610 amis, c'est-à-dire si on enferme une personne dans une pièce, on lui donne une feuille de papier, on lui dit maintenant écris-moi la liste de tes amis, tu ne sortiras de là que quand tu les auras écrits, à ce moment-là les gens sont arrivés à 610. Mais quand même pour savoir, le nombre d'amis qu'une personne peut avoir sur Facebook, c'est en moyenne c'est 229, donc qui est au-dessus du chiffre de Dunbar. Alors, bien entendu, on ne rentre pas là-dessus sur le débat de est-ce que c'est des vrais amis, des faux amis, mais ça c'est des débats que tiennent des gens qui ne sont pas des informaticiens. D'accord, l'informaticien ne va probablement pas rentrer dans le débat de savoir si c'est un vrai ami ou un faux ami, mais ce sont en fait donc des chiffres qui nous arrivent plutôt des sciences sociales. Alors peut-être un deuxième mot que j'aime bien pour décrire Internet et pour décrire les réseaux sociaux, c'est le mot glocal. Donc le mot glocal est promu par différentes personnes, j'aurai des références à la fin. Et c'est l'idée que finalement on a tous des petits réseaux. Donc on a les gens qu'on a connus à un moment donné, on a des gens qu'on a connus à un moment donné, donc avec lesquels on a échangé, puis un peu plus loin on va trouver d'autres gens, donc on va aller de groupe en groupe, et donc son réseau social il est formé de petits graphes comme ça, qui vont ensuite bien sûr se réorganiser dans un très grand graphe global. Donc il y a le type de graphe, quand les gens essayent de simuler le graphe que peut être un graphe de réseau social, ça peut pas être tout à fait n'importe quoi. On va prendre en compte ces deux dimensions, c'est-à-dire ce côté local, mais pas que local. C'est local tout en ayant un certain nombre de localités différentes.
Alors, on en arrive quand même aux aspects informatiques. Et donc, sur les aspects informatiques, moi, j'ai regardé, j'ai trouvé 4 grandes familles de méthodes à partir du moment où on a le réseau. Donc, je ne vais pas partir de l'idée de comment je construis le réseau. Et donc, les 4 grandes méthodes, sur lesquelles je peux peut-être donner quelques exemples, ce sont, ou les grandes méthodes, ou les grandes familles de méthodes, ce sont les questions de modélisation, de simulation. J'ai pas trouvé mieux que A/B testing, et j'ai pas trouvé mieux non plus que le dernier, qui est la machine qui hack l'homme, c'est-à-dire cette idée d'une machine qui finalement va un tout petit peu trop loin. Je vais essayer d'expliquer ces 4 choses-là sur un petit peu des exemples. Mais pour pouvoir faire ça, je voulais juste montrer ce genre de dessin qui montre bien où je vais, c'est-à-dire je vais chercher des graphes, donc où les personnes sont des sommets d'un graphe, et puis on a des relations qui lient les personnes, des relations de différents types et qui sont dans un espace. Voilà, c'était juste pour qu'on ait ce genre de dessin en tête. Donc la simulation comme outil, c'est quoi? C'est de se dire que je peux construire un réseau social. Alors déjà, la modélisation, c'était un peu le dessin qui est là. C'est de me dire, bien, je vais essayer de prendre cette société, je vais la représenter comme un graphe, et le graphe va faire référence, on reviendra dessus après, à des objets mathématiques de la théorie des graphes, sur lesquels j'ai des théorèmes, j'ai des algorithmes, j'ai des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et donc, si je peux modéliser un réseau social par un graphe, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc, ça va être un peu le choix qui va être fait. Pour faire référence au lycée, les graphes ont été avant dans le programme en ES. En ES, il y avait un petit peu de théorie des graphes, il y avait beaucoup moins de graphes dans les autres sections. Alors la simulation, c'est l'idée suivante, c'est une fois que j'ai modélisé, je peux donc avoir mon réseau social sur une machine, et je peux l'observer, donc ça c'est un peu la modélisation, mais je peux aussi me dire, qu'est-ce qui se passe si? C'est-à-dire, je peux introduire des phénomènes que je contrôle et regarder ce qui se passe. Donc typiquement, j'ai un parti politique dans lequel ça se houspille, les gens sont pas contents les uns avec les autres, je peux introduire de plus en plus de houspillement là-dedans et voir de quelle façon est-ce que mon réseau va peut-être se découper en 2 réseaux. Et ce sont le genre de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire je peux finalement aller vers l'avenir, voir un petit peu, faire du prédictif, voir ce qui peut se passer à partir de ça. C'est exactement la même chose que ce que vous allez faire avec la météo. Vous avez un modèle, et une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez faire tourner en simulation pour voir ce qui pourrait se passer demain ou après-demain avec ce modèle. Donc sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors la troisième idée qui était celle de qu'est-ce qui va se passer. Alors ça rejoint à la fois la simulation et puis cet aspect de A/B testing. Donc c'est un petit exemple du genre de choses que les gens font. Donc vous êtes dans une situation, vous avez un réseau social et puis vous avez une hypothèse que vous avez envie de tester. Et donc votre hypothèse c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'une personne rejoint un réseau social. Donc une personne peut rejoindre un réseau social, on va supposer que cette personne connaît 3 personnes déjà dans le réseau social. Sauf qu'il y a 2 possibilités. Soit ces 3 personnes sont déjà amies entre elles, soit ces 3 personnes ne sont pas amies entre elles. Sont juste 3 personnes qui sont déjà dans le réseau. Donc vous êtes soit la personne X qui arrive, qui connaît 3 personnes qui ne se connaissent pas entre elles, soit Y qui arrive et qui connaît ces 3 personnes. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que X est meilleur que Y? Et ça, on peut se douter que derrière, vous pouvez faire des choses qui vont être du marketing, ou bien vous pouvez valider des théories scientifiques si vous êtes capable de faire ce genre de travaux-là. Alors ces théories scientifiques, elles ont un nom. Donc l'argument de la théorie de l'information, c'est que si vous avez 3 supports indépendants, ça rassure une personne qui va peut-être prendre une meilleure décision. Si vous voulez acheter une voiture, si vous avez 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui disent « Ah ouais, la voiture que tu envisages, c'est une bonne voiture », c'est supposé être quelque chose qui va vous effectivement légitimer l'idée que la voiture est bonne. Alors que si les 3 ont de toute façon discuté entre eux et disent la même chose, c'est pas nécessairement un très bon argument. Et le deuxième argument, c'est l'argumentaire du capital social, c'est au contraire, il y a une espèce de confiance qui va jouer, et donc vous allez re-rentrer plus facilement dans le groupe si vous allez finalement justement rejoindre un groupe, c'est-à-dire vous allez rejoindre déjà 3 personnes qui se connaissent, et donc ça va se rassurer. Bon, donc voilà le genre de scénario, et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'un réseau social, vous pouvez tout à fait vérifier. Vous pouvez regarder sur le passé, donc vous n'êtes pas obligé de d'aller chercher des gens et de voir ce qui se passe, vous pouvez juste regarder les gens quand ils rentrent, avec qui ils se déclarent amis très vite, et puis en fonction de ça, voir si les gens qui sont en train de rentrer sont plutôt du type capital social, ou sont plutôt du type
sont plutôt du type la théorie de l'information. Alors, c'est juste pour indiquer que sur ces travaux, qui sont des travaux, alors celui-là il est anecdotique, mais c'est le genre de choses que je peux raconter, sur ce genre de travaux, le fait d'avoir accès à un réseau social pour reconstruire l'histoire, pour voir ce qui se passe, vous donne un avantage, vous permet effectivement de faire des choses que sinon vous ne pourriez pas faire. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre à la porte d'un club pour vérifier, effectivement, interviewer les gens qui vont rentrer et voir ce qui va se passer. Donc l'accès à ces données, l'accès à la modélisation, l'accès à la simulation vous permet effectivement de faire ce genre de choses-là. Le troisième aspect est aussi l'aspect système de recommandation, qui rejoint les questions d'intelligence artificielle. Donc recommandation, on en voit à chaque fois, c'est même le gros moteur des réseaux sociaux, c'est à tout moment, est-ce que je suis capable de recommander quelque chose à mon utilisateur, à mon internaute, mais dans ce cas-ci à la personne qui est sur le réseau, soit je lui recommande un nouvel ami, soit je lui recommande une nouvelle animation, soit je lui recommande un nouveau parti politique, d'accord, soit je lui recommande une nouvelle boisson, et donc faire des réseaux sociaux, donc ça c'est un réseau social sur lequel j'ai travaillé, et donc le but était de pouvoir recommander des vidéos à des utilisateurs qui avaient déjà vu un certain nombre de choses, et donc quelle est la prochaine vidéo, quelle est la prochaine vidéo scientifique qu'ils pourraient avoir envie de voir. Alors très honnêtement, c'est un projet qui n'a pas marché, parce qu'on donnait à quelqu'un qui avait regardé 2 heures de physique quantique, encore une autre heure de physique quantique, et il disait non, je préfère aller jouer, j'ai pas du tout envie de regarder encore une heure de physique quantique, on est passé un petit peu à côté. Ok, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que les questions, alors peut-être non quand même, j'ai pas parlé d'un truc, j'ai pas parlé du point, du quatrième point. Le quatrième point, c'est le moment où, donc le troisième point, vous êtes capable, dans un système de recommandation, de tester votre système de recommandation en train de finalement séparer votre population en deux. Vous pouvez prendre les utilisateurs, certains voient l'ancien système, d'autres voient le nouveau système, et puis au bout de quelques semaines, vous comptez pour voir si l'ancien système est meilleur que l'autre. C'est ce qu'on appelle faire du A/B testing. Donc c'est des choses que vous faites, que font les médecins régulièrement. Ils ont une population qui va prendre le placebo, l'autre qui va prendre le nouveau médicament, et ça permet ensuite effectivement de voir si ça marche ou pas. Donc avec un réseau social, ce côté A/B testing, vous pouvez le faire sur à peu près tout. Vous prenez vos populations, si vous en avez beaucoup, vous en prenez une petite partie sur laquelle vous effectuez un test, vous mettez une publicité pour voir si elle plaît, vous mettez une autre couleur pour voir si elle plaît, et ainsi de suite, et tout ce progrès qui est fait, tout ce qui est fait va être fait avec ce genre de technologie. Depuis 2 ans, les choses sont allées un peu trop loin, pour ne pas dire beaucoup trop loin. On s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait non seulement passer de la pub ou passer de la communication pour montrer des choses qui marchent bien, mais on pouvait y compris profiter de ces réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour tenter de voir si en passant telle ou telle publicité, on ne pouvait pas changer la vie des gens. Donc ça, c'est les grands débats qui ont lieu en ce moment, ou qui ont lieu depuis un moment, suite à l'affaire Cambridge Analytica en particulier, dans lesquels on s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, on était capable de passer un certain nombre d'images, un certain nombre de messages, et non pas de convertir, mais d'extrémiser un peu plus certaines populations. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le 4e degré de mon échelle de tout à l'heure. Non, attendez, tac, tac. Alors les graphes. Donc les graphes, c'est un peu l'objet de base lorsqu'on veut étudier les réseaux sociaux. Donc voici un graphe qui est un graphe, enfin voici 2 graphes. Donc dans le premier cas, j'ai juste mis des sommets et des arcs pour indiquer qu'il y a des relations entre différentes personnes. Je leur ai pas donné de nom parce que ce qui m'intéresse ici, c'est juste la structure, c'est juste savoir qui est en relation avec qui aime bien qui. Celui de droite serait un graphe dans lequel j'ai quand même donné des noms, A, B, C, D, E, F, G, ça ferait référence peut-être à des personnes quelque part. Et on voit quand même la claire différence. Celui de gauche, il a des flèches, celui de droite n'a pas de flèches. Pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, celui de gauche serait plutôt de la famille des Twitter, et celui de droite serait plutôt de la famille des Facebook. D'accord ? C'est-à-dire, dans l'un, il y a une réciprocité, dans celui de droite, il n'y a pas de flèches, et dans celui de gauche, il y a quand même des flèches, donc il va y avoir des phénomènes différents qui vont se passer. Donc, je ne vais surtout pas vous faire le cours là-dessus, mais c'est pour que ça reste dans les transparents.
La théorie des graphes existe depuis longtemps. Les mathématiciens, avec une belle école française qui a travaillé sur la théorie des graphes, ont tout un vocabulaire pour exprimer des propriétés sur les graphes. Ça a été utilisé pour toutes sortes de choses, pour calculer les chemins d'un endroit à un autre, pour calculer, pour transférer du flux à travers un réseau. Enfin, il y a toutes sortes de raisons de travailler sur les graphes. Donc voici un graphe non orienté. On va parler de sommet, on va parler d'arête. Et voici un graphe orienté, on va parler encore une fois de sommet, mais on va parler d'arc. Alors on va se rappeler que quand il y a des flèches, il y a aussi des arcs. Voilà, c'est l'idée. Et donc effectivement là, on va voir des choses un petit peu qui pourraient paraître sérieux. Par exemple, j'ai mis une boucle, ce qui voudrait dire qu'on pourrait être dans la situation où on pourrait être son propre ami. Pourquoi pas? Il peut y avoir des réseaux sociaux dans lesquels on aurait le droit de se déclarer comme son propre ami. Finalement, il n'y a aucune règle majeure qui empêcherait ça. Alors juste pour montrer deux, trois trucs sur les graphes, les informaticiens et les mathématiciens aiment beaucoup les graphes depuis longtemps, et il y a des problèmes de graphes. Ça a l'air très sympathique les graphes, on les dessine, on voit bien ce qui se passe, mais c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc un des problèmes par exemple qui arrive très vite, c'est oui mais si je dessine autrement mon graphe, est-ce que c'est le même graphe? Par exemple, si je regarde les deux graphes qui sont là, est-ce qu'on est tous d'accord? C'est le même graphe. Simplement je l'ai dessiné différemment. C'est-à-dire, si je renumérote mes sommets, je les appelle A, B, C, D, je me rends compte que j'ai bien la même relation. A est ami de B, de C et de D, et dans l'autre cas, A est aussi ami de B, de C et de D. Donc les deux graphes sont, alors le vilain mot mathématique, c'est le mot isomorphe, pour dire que c'est les mêmes, sauf qu'on les a dessinés de manière différente. Et ça fait partie de ces problèmes qui apparaissent très vite, et donc on peut par exemple réfléchir à celui-là et se poser la question, est-ce que ces deux graphes sont isomorphes? Ça, c'est une petite question d'informaticien. Ils sont pas très gros, hein. Alors, ce qui est compliqué, c'est que pour trouver qu'ils sont isomorphes, il faut faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut renuméroter les points d'interrogation par A, B, C, D, E, F pour que ça marche. Pour prouver qu'ils ne sont pas isomorphes, là, c'est plus compliqué. Il faut démontrer qu'il n'y a aucune numérotation qui fonctionne. Et ça, pour des informaticiens, montrer qu'il n'existe aucune qui fonctionne, c'est compliqué. C'est de l'algorithmique dans lequel on va tourner en rond, on ne va pas réussir à, comme ça, avoir un algorithme rapide, ce qu'on va appeler un algorithme polynomial, pour que ça marche. Donc ici, en fait, le truc, c'est de regarder... Alors, est-ce que je vais y arriver? Si je fais ça... Oh, j'ai tenté un son et lumière. Le petit triangle qui est là, d'accord? Et il y a un triangle qui est là, il y a un autre triangle qui est ici. Et si vous regardez ce graphe-là, en fait, il n'y a aucun triangle. D'accord. Donc ça nous convainc, hein, mais on sent que c'est, même sur un petit graphe comme ça, on sent que c'est des questions difficiles. Alors pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est juste pour dire que la modélisation par des graphes, c'est très bien, c'est très agréable, ça nous permet de faire des choses, mais très vite on a des problèmes informatiques qui sont non triviaux, écrire des algorithmes pour faire ça. Je ne me dis pas qu'il va falloir en seconde faire des algorithmes pour isomorphisme des graphes, mais c'est intéressant de voir apparaître des problèmes pour lesquels finalement on les expose très vite, on les comprend bien, et par contre on coince quand il s'agit de les résoudre. Voilà, donc la définition c'est ça. Deux graphes sont isomorphes quand on peut les réétiqueter l'un pour obtenir l'autre, et que c'est un problème qui est un problème difficile. Alors vous avez peut-être pu passer des questions, on parle de problème NP difficile. Alors celui-là n'est pas NP difficile, c'est en fait une classe de problèmes encore particulière. Mais parmi les grands problèmes pour les mathématiciens, pour le 21e siècle, le problème de genre, il existe un certain nombre de problèmes informatiques qui sont vraiment difficiles, qui ne dépendent pas de la puissance de la machine, qui dépendent du fait qu'on sait qu'il n'y a aucun algorithme aujourd'hui qui marche, ou plutôt on a toute une série de problèmes pour lesquels qui sont interchangeables. C'est-à-dire que si on savait résoudre l'un, on résoudrait l'autre. Et comme on essaye d'en résoudre aucun, on fait confiance au fait qu'il n'y a aucun bon algorithme pour le faire. Et c'est bien qu'on ait des problèmes difficiles. C'est ce qui fait fonctionner les cartes bleues, la sécurité sur Internet. Parce que si tout était facile, on penserait. Ok, alors juste pour donner l'exemple du genre d'activité que nous faisons en L1, mais qui est probablement transférable au niveau du lycée, et on crée un petit réseau social avec 5 personnages que j'ai appelés Alfred, Béa, Charles, Didier et Erwan, avec une relation qu'ils appellent fait confiance. Donc chacun déclare en qui il fait confiance. Alfred fait confiance à Béa, Béa en Alfred, Charles et Didier, Charles fait confiance à Alfred,
Didier, c'est Erwan, et puis Didier, lui, il a confiance en lui-même, c'est le seul. Enfin, les autres, non. Et Erwan, lui, fait confiance à BA. Et Erwan, c'est la revendication locale, bretonne, bretonnisante. On en a un petit peu. Ça, c'est pour les gens qui regarderaient de France, qui comprennent pourquoi il y a Erwan. Donc, en fait, mathématiquement, c'est facile. C'est un ensemble, E, avec chance, les chances s'appelaient A, B, C, D, E, donc ça marche très bien. Donc, avec des éléments qui sont des membres. Et la fait confiance, c'est ce qu'en mathématiques on appelle une relation. C'est-à-dire qui relie deux éléments de l'ensemble. J'ai A qui est en relation avec B, B qui est en relation avec A, j'ai B qui est en relation avec C, B avec D, C avec A. Donc la liste qui est là, c'est juste la même chose que le texte qu'on avait tout à l'heure. C'est un ensemble de paires ou un ensemble de couples que je peux manipuler à partir de là, mathématiquement. Je peux parler d'objets qui sont en relation, de la même manière que vous dites que 3 est inférieur à 4. Alors, ça ne va pas plus loin. Donc je peux noter des choses comme BC appartient à fait confiance, puisque fait confiance, c'est cet ensemble, c'est cette relation. Bien. Alors je peux commencer à écrire des choses un peu plus compliquées, beaucoup plus compliquées. Je peux dire que A, B appartient à fait confiance, qui est exactement la façon mathématique de dire que Alfred fait confiance à BA. Et puis je peux introduire des variables X, dire que bon, tiens, il y a quelqu'un, X, qui fait confiance en BA. Ou dans l'autre sens, je peux parler de l'ensemble des gens. L'ensemble des gens, c'est pire. Donc l'ensemble des gens qui ont confiance en BA. Donc vous pouvez manipuler une logique assez simple pour juste écrire des choses, les mathématiser, et puis se retrouver avec des situations qui sont de ce type-là. Alors plus intéressant, c'est que une fois que j'ai fait des maths linéaires, je peux faire aussi des maths informatiques. C'est-à-dire je peux représenter ça par des tables, par des tableaux. Donc là, j'ai remplacé ma relation par une table carrée avec encore ABCDE en colonne, ABCDE en ligne, et là où j'ai écrit en rouge que Charles faisait confiance en Alfred, ça signifie que dans ma table, je vais mettre V, en vrai, vous mettez un 1 si vous préférez, à l'intersection de la ligne Charles et de la colonne Alfred. Très bien. Pour les plus matheux, je peux même faire des matrices. C'est-à-dire la même relation qui était devenue donc un tableau, qui est le tableau qui est là, j'ai juste enlevé les faux, est devenue la matrice qui est là, et si c'est devenu une matrice, je peux profiter, si je veux, de faire du calcul de matrice, où ça ressemble carrément à un tableau en Python sur lequel je pourrais aller faire des boucles for pour aller chercher les amis d'Alfred ou les gens en qui B a confiance. Ok. Et donc, ce même tableau, qui est à la fois un tableau, qui est à la fois une matrice, qui est à la fois une relation, mais je peux enfin la dessiner en tant que graphe. Et donc, le graphe que j'ai là, il n'y a aucune surprise. Je vois que j'ai, par exemple, entre B et A, et entre A et B, j'ai une relation dans les deux sens de confiance. Mais je vois cette même relation de confiance ici, entre B et A. Je vois effectivement que BA a confiance en Alfred, et Alfred a confiance en BA. Et pour finir, ou presque, je sautais celui-là. Pour finir en presque, je peux donc avoir un langage qui me permet de parler des gens en qui on a confiance, des gens qui ont le plus confiance. Alors, ce qui est intéressant quand on fait ce genre d'activité, c'est de mathématiser des choses qui sont proches des choses qu'on manipule, et que si on reste au niveau de la langue, on est coincé. Très vite, quand on est en train de parler de mais qui a confiance en qui, on est perdu. Une fois qu'on réussit à l'écrire ou à le calculer avec la machine, en fait, on arrive quand même à trouver des résultats plus facilement. Et voilà le genre de choses qu'on peut faire et qu'on fait. Alors nous, on ne le fait pas en Python, mais là, je l'ai fait en Python puisque c'est Python qui nous est demandé. Donc, je peux tout à fait recréer le tableau qu'on avait tout à l'heure. J'ai un deuxième tableau qui est en train d'une deuxième liste qui me donne juste la liste des prénoms. Et je peux écrire un petit algorithme qui me permet de vérifier si les gens en qui à la fois Béa et Charles ont confiance en même temps. Donc ça devient des petits algorithmes extrêmement simples. Avec un petit avantage là-dessus, c'est que là, c'est vraiment un petit réseau social à 5 personnes. Quand vous commencez à avoir un réseau social à 20, 50, 100, 200 personnes, c'est d'autant plus intéressant qu'on arrive beaucoup moins à voir si on a raison ou pas. Donc c'est l'algorithme qui va primer, c'est-à-dire on va se rendre compte que, effectivement, est-ce que j'ai confiance dans la méthode que j'ai utilisée ou pas. Donc c'est de la logique, des relations de ce type-là. Donc je parlais des gens qui ont confiance en BA,
je peux parler des gens en qui BA a confiance, et je peux même utiliser des et des ou, même si je crois qu'ils ne sont plus tout à fait au programme de maths en ce moment au lycée, les et les ou, mais pour indiquer les gens en qui à la fois BA a confiance et qui ont confiance en BA. Voilà, avec des solutions graphiques et des choses comme ça. Je crois que j'ai fini, je vais juste passer ce transparent-là. Donc pour dire qu'il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. Là, il fallait juste faire une petite présentation dans laquelle je suis passé des aspects un petit peu historiques jusqu'à en quoi les graphes, on peut les utiliser pour faire un certain nombre de choses. Et puis aborder quelques questions sur les espèces de société. Mais je crois qu'on va beaucoup plus en parler juste dans 2 minutes. Merci Colin. Bon, je tenais à m'excuser pour le stream, puisqu'on avait quelques petits problèmes de son, qu'on ne pourra manifestement pas régler pour cette fois. Donc ce sera réglé d'ici jeudi, c'est promis. Je vais maintenant appeler mes invités pour la table ronde. Donc j'ai récupéré quelques questions quand même en ligne grâce aux personnes qui nous regardent. Vous avez encore l'opportunité, je vais juste remettre quelques secondes le code pour avoir accès donc sur menti.com. Vous pouvez vous connecter et poser vos questions ou voter pour les questions qui vous semblent plus pertinentes. Donc avec le code 42 85 59, je prendrai aussi quelques questions du public s'il y en a après cette magnifique présentation. Donc cette table ronde, le but était de pouvoir inviter des personnes qui vous proposent des points de vue un petit peu différents sur ce thème des réseaux sociaux. Donc nous avons des représentants un peu différents. Donc Héloïse Denis-Péchard qui représente Atlampol, Mathias Crouzet pour ADN West et Discover. Donc Julien Tourme, le fondateur de Monsieur Lucien, et Bertrand Vénard, donc professeur à Audencia à l'Oxford Internet Institute et titulaire de la chaire antifraude et cybercriminalité. Donc je vais essayer d'orienter un petit peu mes questions par rapport à vos domaines d'expertise. Donc les questions qui sont revenues assez régulièrement, c'était surprenamment par rapport aux réseaux sociaux et sur qui pouvait sortir en fait des réseaux sociaux classiques qu'on connaissait, et notamment de l'intérêt des entreprises par rapport aux réseaux sociaux et ce qu'elles pouvaient chercher dans les réseaux. Peut-être l'un d'entre vous, je vous laisse prendre le micro, vous présenter votre activité et puis essayer de nous éclairer sur cette question. Bonjour à tous, Mathias Crouzet, moi je travaille chez Informatique Banque Populaire, qui est un éditeur du système d'information des banques populaires, et j'ai l'insigne honneur d'être community manager, donc je m'occupe de l'ensemble des réseaux sociaux internes et externes de l'entreprise. Pour répondre à votre question, je dirais que les réseaux sociaux, en fait, ils sont un peu le reflet de la vie finalement. Et aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de maturité qui fait que les entreprises elles vont chercher sur les réseaux sociaux ce qu'elles vont pouvoir chercher un peu partout. Donc en fonction de la typologie de l'entreprise, ça va être essentiellement quand même des clients. On soit dans une relation avec des clients particuliers en B2C ou avec des clients professionnels en B2B. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal de vente presque comme les autres, j'ai envie de dire. Il y a toute la notion de communication corporate, donc on va dire plutôt pour la réputation ou la e-réputation de l'entreprise. Et puis quelque chose qui se développe énormément ces dernières années, ça va être toute la filière de recrutement. En fait, dans le sens où les canaux classiques pour trouver des emplois sont toujours valables, mais les réseaux sociaux, et notamment évidemment LinkedIn, prennent une place considérable dans le recrutement des entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, chez IBP, ça représente aujourd'hui plus d'un tiers des recrutements qui sont faits grâce à LinkedIn, contre rien du tout il y a encore 2 ans. Donc voilà, c'est un petit peu les usages qu'on peut en avoir aujourd'hui. Ce que les entreprises trouvent aussi, c'est effectivement une nouvelle façon de faire du marketing. Peut-être quelqu'un pourra compléter.
Ça change complètement la façon dont elles interagissent avec leurs clients. Auparavant, sans réseaux sociaux, la publicité allait que dans un sens. Les marques communiquaient auprès de leurs clients et n'avaient pas de retour direct. Maintenant, elles sont en relation directe avec leurs clients qui vont pouvoir interagir, donc assez rapidement, donner leur contentement, mais aussi leur mécontentement, ce qui les oblige aussi forcément à devoir réagir rapidement pour éviter des mauvaises discussions autour de produits qui pourraient mal fonctionner ou que sais-je. Mais surtout, une nouvelle façon de communiquer avec leurs clients, avec de nouveaux retours et de nouvelles données sur la façon dont ils consomment, dont ils achètent et utilisent leurs produits. Ce qui change aussi en termes de marketing, c'est le marketing d'influence. Sur les réseaux sociaux, on a des personnes, par exemple sur YouTube ou des blogueurs, qui sont suivis par énormément de monde et sur lesquels la communauté apporte beaucoup de crédit pour des raisons X ou Y, parce que leur façon de s'habiller est très à la mode, très sympa, donc on va vouloir ressembler à la personne, etc. Donc les marques vont aller chercher ces influenceurs pour essayer de faire du placement de produits, entre autres. Donc leur offrir des produits, leur montrer les avantages pour qu'ensuite ils puissent eux-mêmes être ambassadeurs de la marque et faire eux-mêmes la publicité, donc en indirect, auprès de leur communauté. Donc c'est vraiment une façon différente d'échanger avec le client. Bonsoir, je me présente du coup Julien Tourbe, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Monsieur Lucien. On accompagne typiquement des entreprises sur les réseaux sociaux et sur la communication digitale plus particulièrement. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour les entreprises, en tout cas quand on les conseille, la possibilité de devenir un média. Auparavant, communiquer pour une entreprise, c'était avoir des parutions presse, parutions éventuellement ou achat d'encarts publicitaires à la télé. C'est un coût, c'était compliqué, c'était pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça laisse la possibilité à n'importe quelle entreprise d'être présent sur Internet de façon gratuite. Alors gratuite, on met entre guillemets, parce que si c'est gratuit, c'est qu'évidemment, derrière les réseaux sociaux vont utiliser des données pour X ou Y raison, mais c'est la possibilité pour une entreprise tout simplement de devenir média et d'être en contact constant avec sa communauté, de potentiellement cerner ses attentes par rapport à des produits, des services, de remonter l'information et bien sûr de pouvoir aussi vendre des produits et des services. Je rejoins aussi cette dimension où les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi d'être visible et de donner une image, de donner envie, typiquement quand on est une plus grosse structure, mais de donner envie à des personnes de venir intégrer notre structure, puisque on va mettre en avant les locaux, les coulisses un peu de notre entreprise, et justement on va montrer ce dynamisme qui était très compliqué à mettre en avant auparavant sans l'utilisation des réseaux sociaux. Compléter un peu plus, Bertrand Vanard, donc moi je suis professeur d'ancien de management, c'est censé être un petit peu mon domaine, et professeur à Oxford, à l'Oxford Internet Institute, qui est le centre britannique spécialisé sur Internet. Alors pour ce qui est des réseaux sociaux et de l'entreprise, la liste est pas finie, parce qu'en fait elle est presque infinie. Le réseau social, c'est devenu un nouvel espace finalement pour l'organisation, dans lequel on va avoir des échanges internes, des échanges externes avec les clients, des échanges avec les sous-traitants, des échanges avec l'État. Et finalement, pour des personnes un petit peu âgées, on a du mal à imaginer que le réseau social soit l'équivalent d'un espace géographique dans lequel toutes les interactions qui peuvent exister dans une organisation peuvent se retrouver. C'est pourtant la réalité. Et c'est encore plus la réalité sur les nouvelles générations, qui elles sont quasiment nées avec un téléphone portable qui est le prolongement de leur main. Il faut bien imaginer que les enseignants ont en face d'eux des jeunes qui n'ont pas vu apparaître Internet, qui sont nés avec Internet, et dont le téléphone portable, c'est plus que la brosse à dents. C'est les ongles qu'on a au bout des mains. Et donc par conséquent, pour eux, d'envisager le réseau social comme un espace géographique dans lequel toutes les interactions peuvent survenir, c'est pour eux tout à fait. Alors on a dit quand même pas mal de choses, je pense, positives sur les réseaux sociaux, dans la présentation pour l'intérêt que ça peut susciter, et puis la masse de choses qu'on a aussi à découvrir, à creuser sur ce sujet-là. Du point de vue des entreprises, et il y a aussi des
plus-values à utiliser les réseaux sociaux, forcément il y a aussi quelques dangers. Donc, je vous pose la question telle qu'elle est sortie, c'est comment se protéger efficacement sur les réseaux sociaux. Non, je ne pense pas, du point de vue de l'utilisateur. La réponse est très très longue, hein. Donc, moi je suis donc effectivement titulaire de la chaire antifraude et cybersécurité. Je pense que le problème de la protection sur les réseaux sociaux vient en partie d'une énorme naïveté des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne mesurent pas l'intégralité des dangers auxquels ils font face. Première chose. Deuxième chose, il y a un sentiment de dépendance qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes considèrent le téléphone portable comme le prolongement de leur main, donc on ne peut pas se défaire de ça. Troisième élément, les réseaux sociaux offrent un certain nombre de services qui font partie de la vie quotidienne des jeunes. C'est-à-dire qu'imaginez une demi-instant, alors pour ceux qui ont des jeunes, ils le savent bien, vous leur coupez Internet et vous avez une émeute à la maison, et c'est pareil dans la salle de cours. Il est devenu une dépendance très forte pour la bonne et simple raison qu'il y a des services qui sont offerts et pour lesquels les jeunes ont développé, pas simplement les jeunes, une dépendance très très forte, notamment le système d'échange, la récupération d'images, la récupération de vidéos, etc., qui rendent donc presque cette nécessité, au même titre que l'oxygène finalement, cette nécessité pour les jeunes et les moins jeunes pour vivre d'être sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez paradoxal, puisque comme on le disait au démarrage de la présentation, il n'y a pas si longtemps, les gens n'en avaient pas et se portaient quand même très 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 bien. Dans le problème des réseaux sociaux, je pense qu'il faut que les personnes envisagent bien qu'un réseau social, c'est un système sensoriel qui va être couplé avec un certain nombre d'outils, notamment le téléphone portable. Et je vais donner une simple image pour qu'on comprenne l'enjeu. Alors, moi j'habite en France, mais je suis aussi en Angleterre, donc je pourrais avoir deux portables, j'en ai deux, mais le deuxième est dans ma sacoche. Ça, c'est le portable de Jack. Okay. Jack est dans le Marais. Ça, c'est le portable de John. John est dans le Marais, un quartier parisien bien connu. Jack et John se rencontrent dans un bar à 11h du soir. Ils discutent et ils vont au domicile de John. Le lendemain, Jack retourne chez lui, John va à son travail à la Défense. Vous avez bien compris ce qui s'est passé. Par simple circulation de téléphone portable. On a localisé que Jack et John avaient fait connaissance, que l'un travaillait à la Défense et qu'ils avaient eu des relations amicales assez longues. D'accord ? Vous imaginez le niveau d'intrusion que l'on peut avoir. Et en fait, la plupart des gens n'imaginent pas. Effectivement, les réseaux sociaux qui sont liés à un certain nombre d'outils sont devenus des systèmes qui sont liés donc à des systèmes sensoriels qui vont amagasiner des données comme votre localisation, votre sexe, votre âge, votre occupation professionnelle, vos habitudes de déplacement. Et on a plein d'anecdotes qui existent et qui ont touché les services de la défense, par exemple, les services de police des individus, dans lesquels l'intégrité de leur information a été complètement exposée au monde. Alors la question était, comment se protéger ? Alors déjà, avec ce petit panorama relativement rapide, bien sûr, être vigilant des gens conscients des enjeux. Deuxième chose, il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'on peut très bien être sur les réseaux sociaux avec un nom complètement caché. La plupart des gens ont une existence sur les réseaux sociaux qui est en rapport avec leur propre identité. Ce qui pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'effectivement on va dévoiler un réseau de relations, on l'appelle l'orthographe, on va mettre des photos, on va dire où est-ce que l'on est, on va mettre des photos de sa famille, on sait donc quel type de structure familiale dans lequel on vit, ses passe-temps, donc son niveau de richesse, donc il y a énormément d'informations qui peuvent être captées à ce moment-là. Donc un conseil, ça pourrait être d'avoir un réseau social un peu de vitrine avec sa vraie identité, très aseptisé, et d'autres réseaux sociaux sur lesquels on va fermer au maximum, et sur lesquels votre nom, ça va pas devenir Jack ou John, comme on parlait tout à l'heure, mais éventuellement un de H, W7, et là, on sait plus trop qui c'est, et là, ça peut vous prévenir.
Troisième élément, bien sûr, c'est au niveau des mots de passe. C'est vrai pour tout outil informatique, la nécessité de bien verrouiller ses accès à tous ces systèmes d'information sur lesquels un prédateur pourrait venir rentrer dans vos systèmes, rentrer dans votre ordinateur et trouver des données tout à fait essentielles. Troisième élément, je pense qu'on ne met jamais le même jeu dans le même panier. Devenir très dépendant d'un réseau social, c'est augmenter un peu les risques. Et donc la préconisation, ça serait au même titre que la boîte email d'ailleurs. Hein. On est obligé effectivement de percevoir le réseau social en l'incluant dans tous les outils qui l'accompagnent. Que ce soit le téléphone portable, que ce soit l'email, donc tous ces éléments qui sont en interaction, qui échangent de l'information, parce que parfois les grands groupes ont accès à l'information. Il faut bien imaginer que quand on est sur Facebook, qu'on met son identité, les photos de ses vacances, les photos de ses enfants, c'est un peu cet équivalent. On dévoile énormément d'informations de manière très récurrente. Quelques préconisations assez simples, enfin, mais compliquées quand même déjà. Un identifiant un peu invisible, sur plusieurs réseaux sociaux, bien protéger tous ces accès et bien penser l'intégralité de ces supports et des flux que l'on peut avoir auprès de soi. Et puis, je dirais, alors là c'est un peu plus compliqué, c'est pour les gens qui sont vraiment très présents sur les réseaux sociaux, faire soi-même une veille, se googliser régulièrement pour voir si on ne voit pas apparaître des éléments qu'on ne souhaite pas voir apparaître. Et par exemple, on pourrait imaginer que le post photo soit détourné de manière scabreuse. En étant enseignant, je pourrais imaginer que ces étudiants aient cette mauvaise idée, ça ne me plairait pas. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à passer par la case police, comme Monopoly, pour viser la case prison, pour attaquer en diffamation les personnes. C'est difficile, mais je pense qu'il y a une nécessité aussi de jouer sur les paramètres punition et donc police. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler aussi qu'il existe plusieurs dispositifs. La police nationale fait aussi de la prévention, elle communique dessus. On peut parler de la plateforme Pharos, par exemple, pour signaler les cas de cyberharcèlement. Pour les enseignants, vous pouvez aussi savoir que la police nationale propose aussi d'intervenir. Elle a une mission de prévention justement dans les établissements scolaires qui peut être organisée au besoin. Ouais, j'interviens moi pas mal dans des écoles, souvent auprès d'étudiants, dans des entreprises, et c'est vrai que ce qu'on entend rarement quand on nous parle de piratage, de cybersécurité, c'est que la première faille, la faille la plus simple à atteindre, finalement, elle est humaine. La plupart des grandes affaires de piratage qui ont été médiatisées, que ce soit dans les médias, que ce soit à l'Élysée, etc., toutes ces failles ont été exploitées parce qu'à un moment donné, il y a une erreur humaine. Il y a quelqu'un qui, c'était dit tout à l'heure, a fait confiance alors qu'il ne le devrait pas. Et je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment cette notion d'éducation, de sensibilisation. On est dans des environnements qui sont la plupart du temps sécurisés. Maintenant, vous avez beau avoir la sécurité la plus forte que vous voulez, quelle que soit l'épaisseur de la porte blindée que vous allez construire, si quelqu'un veut rentrer et qu'il y met les moyens, il peut rentrer. Par contre, ça peut être bien de ne pas lui donner la clé. Et donc là-dessus, l'éducation se fait déjà en amont avec des principes de base, ce qu'on appelle un peu d'hygiène numérique finalement, à respecter, comme le fait d'avoir des mots de passe différents, le fait évidemment de ne pas mélanger les comptes, de ne pas mélanger les informations, d'avoir un certain niveau de cloisonnement. Maintenant, l'idée c'est soi-même en fait de rester en veille, parce que les réseaux sociaux ils évoluent, les fonctionnalités elles évoluent aussi. Aujourd'hui on est dans l'ère de la géolocalisation, des objets connectés aussi, donc avec des nouveaux usages qui apparaissent, et des nouveaux usages vis-à-vis desquels les gens vont pas nécessairement être familiers. Bien souvent, on va leur présenter une fonctionnalité dans une nouvelle application, de pouvoir faire, par exemple, c'est très, très à la mode en ce moment, alors les applis de rencontre, tout le monde connaît, maintenant c'est les applis de rencontre géolocalisées. On vous invite à rencontrer des gens autour de vous.
Donc ça veut dire que l'application finalement elle tourne en tâche de fond et elle vous géolocalise en permanence. Ça, c'est des choses dont les gens n'ont pas nécessairement conscience. Et donc cette éducation finalement va se faire en disant on se googlise fréquemment, on se tient au courant des failles qui peuvent être détectées, qui peuvent être publiées, parce que on a beau avoir un tiers de confiance à un moment donné, on parle beaucoup des agrégateurs de mots de passe qui, via un mot de passe principal, vous permettent de redistribuer des mots de passe sécurisés sur toutes les plateformes. Sauf que si cette plateforme elle-même a une faille, c'est déjà arrivé malheureusement, potentiellement vous avez tous vos mots de passe dans la nature. Et puis c'est être extrêmement attentif dans les contreparties qui nous sont demandées quand on installe une application. En fonction de la plateforme sur laquelle on va se situer, sur iOS, c'est on va dire un peu plus contrôlé. Sur Android, on vous demande souvent voilà, des permissions quand vous installez une application. Et si par exemple un jeu de Sudoku vous demande d'accéder à vos contacts téléphoniques ou vous demande de connaître votre géolocalisation en permanence, c'est qu'il y a peut-être un loup et peut-être ne pas installer l'application. Donc tout ce travail, je pense qu'il y a vraiment une notion qui est capitale et qu'il est important de faire passer à vos étudiants, à vos élèves, c'est cette notion de veille et de vérification permanente de ce qui se passe. Il faut être attentif. Je me suis pas présentée tout à l'heure, donc je travaille à Atlampol, c'est l'incubateur régional des Pays de la Loire et la technopole des bassins nantais et vendéens. Donc on accompagne les entreprises innovantes, et on anime un réseau d'entreprises innovantes. Moi, ce que je voulais juste compléter, donc évidemment je suis d'accord avec tout ça, mais pour avoir un premier conseil sur les réseaux sociaux, de façon très très pragmatique, c'est de pas oublier que tout ce qu'on poste, tout ce qu'on publie, qu'on écrit, toutes les photos qu'on peut mettre en ligne, toutes les autorisations qu'on donne de géolocalisation, etc., sont publiques au final. Donc est-ce qu'on a envie de rendre public ce qu'on est en train de publier? Et non seulement c'est public, donc faire attention, on est en train de dévoiler notre vie privée, donc voilà, non seulement c'est public, mais en plus il y a une trace qui est gardée. Donc on est en train de faire une soirée arrosée, on s'amuse bien avec ses amis. Est-ce qu'on a besoin d'aller mettre une photo qui va être publique sur la Terre entière, ou 2 ans plus tard, ou 6 mois plus tard, lorsqu'un recruteur va rechercher voilà, des nouveaux CV, va tomber sur une personne, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller regarder sur Google un petit peu sa vie, ses faits et gestes. Voilà, le recruteur risque de tomber sur des choses qui sont de l'ordre privé et qui peuvent nuire à l'image de la personne. Donc ne pas oublier que c'est public et qu'il y a une trace qui est gardée assez longtemps. Je vais parler plus ça marche, ouais. Je vais parler plus presque en tant que parent, plus qu'en tant qu'enseignant, mais ce public est pas clair. C'est-à-dire, il y a le public physique et il y a le public numérique. D'accord ? Le public physique, effectivement, c'est tu es dans un bar et tu bois un coup de trop, et puis voilà, et puis c'est pas grave, et puis c'est passé. Et ce public numérique, ben, logiquement, pour les gens, c'est l'extension du public physique. Or, ça l'est pas. Et la grande difficulté que je vois, et qui peut être l'endroit où on espère que ces enseignements nouveaux au lycée, au collège, etc., vont changer la donne, c'est de pouvoir faire comprendre ce que veut dire être public au niveau numérique, ce que veut dire, enfin, que certains de ces réflexes du monde physique qu'on a, où on interprète tout à travers le monde physique, et que ça ne marche plus quand on est sur le monde numérique. Et donc, des choses, effectivement, je vais pas... J'avais fait une délation de mes enfants, des bêtises qu'ils font, mais ce serait injuste. Mais il y a des choses, je dis, tu peux pas faire ça parce que, et puis, non, c'est pas clair. Et pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont sur Internet depuis tout petit. Ils ont le téléphone en main bien plus de temps que la brosse à dents. Je suis d'accord. Mais ils savent pas faire la différence. Ils savent pas enfin, ils voient pas en quoi le monde physique et le monde numérique sont différents. Et peut-être si j'avais un dernier conseil à prodiguer, c'est celui de déconnecter de temps en temps aussi. Parce que là, on a parlé beaucoup de protection des données. Il y a aussi la protection de soi. Le fait que, Bertrand en parlait, l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux, c'est une image projetée, en quelque sorte idéalisée, que ce soit sur les réseaux sociaux personnels ou professionnels, on a tous une carrière resplendissante avec des opportunités qui se présentent matin, midi et soir à notre porte. On sait bien que la vie, elle est pas tout à fait comme ça non plus. Et donc cette capacité non seulement à pouvoir se détacher de ce qui est mis en avant,
Aujourd'hui, il y a un vrai souci avec ça sur les problématiques d'image. On entend parler de pas mal de choses à propos de chirurgie esthétique qui seraient faites pour ressembler à des starlets, réseaux sociaux ou à des influenceurs. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a juste la capacité de temps en temps aussi à se dire qu'on va profiter du moment présent, qu'on va éteindre son téléphone. Alors là, on a un concert. Est-ce qu'on a besoin de filmer le concert, de live tweeter un concert? On a une conférence. J'assiste moi-même à des conférences. C'est vrai que la plupart du temps, moi et mes homologues, on est plus occupés à tweeter ce que l'intervenant est en train de dire, et à faire une bonne photo plutôt qu'à l'écouter réellement. Donc voilà, le téléphone portable, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un outil qui est indispensable et incontournable et qui est réellement utile. Pour autant, voilà, savoir l'éteindre de temps en temps, c'est aussi peut-être se protéger, se ménager des moments de tranquillité, quoi. Je voulais juste rajouter deux petits points par rapport à ça, pour être intervenu aussi dans des écoles auprès de plus jeunes pour les sensibiliser. On voit qu'effectivement cette frontière du numérique, ils ont un peu de mal à percevoir. C'est-à-dire, ouais mais ça va, c'est sur Facebook, ouais mais ça va, c'est sur Instagram, une photo de bagarre dans la cour, et puis je vais diffuser en direct sur Instagram. Effectivement, ils mesurent pas derrière ce qu'ils font, et on avait illustré avec des cas assez concrets en disant, bah, quand vous publiez ça sur Facebook, sur Instagram, il y a aussi des sanctions derrière que vous pouvez avoir. L'idée, c'est pas d'être uniquement dans le répressif, hein, parce que ça fonctionne. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne pas tout le temps auprès des plus jeunes, et vous le savez sûrement mieux que moi. Mais effectivement, l'idée de montrer en disant, bah, quand toi, tu es en train de filmer ton copain qui est en train de se faire casser la figure par un autre, et que tu diffuses ça, voilà ce que tu risques, d'accord? Parce que tu portes pas assistance, parce que tu n'es pas là en train d'intervenir et de limiter ce qui peut se passer. Et le deuxième point, c'est aussi de dire ce que vous pensez et ce que vous dites sur les réseaux sociaux quand vous avez 16 ans. Vous n'allez pas penser la même chose quand vous allez avoir 20 ans, vous n'allez pas penser la même chose quand vous aurez 25, 30, 35, c'est normal. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement, tout ça, ça reste. Ça reste, ça reste. Et quand un recruteur va aller chercher l'information, il va vous voir effectivement avoir publié ça, avoir publié ce type de contenu. Moi, j'ai 32 ans, et il y a 10 ans, évidemment, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, en école de commerce, etc. Il y a quelques années, j'ai fait un tri de tout ce que j'avais pu mettre en disant c'est pas possible que ça reste sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai. Et donc c'est très important de faire comprendre en fait à ces plus jeunes qu'il faut verrouiller les profils dans un premier temps. D'accord? Je peux avoir un profil public, mais qu'est-ce que je mets dessus? Et attention à ce que je vais mettre dessus, parce que ma pensée va évoluer, et dans quelques années, bah, je vais être amené à chercher un travail, un emploi. Et donc, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on tombe là-dessus? La question nous qu'on posait aux étudiants, c'est est-ce que cette photo, tu as envie de me la partager? On se connaît pas, là, on se connaît depuis 10 minutes. Est-ce que cette photo que tu as publiée, tu as envie de me la donner dans la vie réelle? Tu as envie de la donner et moi je la garde? Et là, l'étudiant me regarde, ou il me dit, bah, sûrement pas, je vais pas te donner ma photo. Bah, c'est ce que tu fais quand tu la publies sur Instagram, c'est ce que tu fais quand tu la publies sur Snapchat ou sur un autre réseau social. Merci. On parlait de droit à la déconnexion il y a quelques instants, donc j'ai une question en lien qui revient assez régulièrement, c'est les réseaux sociaux sur Internet limitent-elles les relations sociales réelles? Donc on sait que c'est une question qui revient assez régulièrement, donc est-ce que ça fait partie du mythe? Est-ce que ça fait partie d'une réalité observée ou observable? Alors, je pense que oui, elle les limite d'une certaine façon, elle les encourage aussi d'une autre façon. Elle les limite sûrement vis-à-vis des plus jeunes pour en côtoyer quelques-uns dans la famille, mais aussi quand on intervient, c'est-à-dire que ils sont un peu rivés. On le voit même en entreprise. Des jeunes stagiaires qui arrivent sont très à l'aise pour envoyer un email. Dès qu'il faut prendre le téléphone ou faire un rendez-vous physique, c'est la panique. Qu'est-ce que je vais raconter? On sent la montée de stress. Et en même temps, elle les encourage, parce que quand on arrive à franchir un cap de maturité, nous on le voit auprès des plus jeunes, bah, ils ont compris qu'effectivement les réseaux sociaux permettent de créer un contact via quelque chose qui est numérique, qui est entre guillemets virtuel, et ce contact après va nous permettre de nous rencontrer ensuite dans la vie réelle. Donc oui, quand on est très jeune et qu'on est un peu immature et qu'on n'est pas forcément éduqué à tout ça, effectivement ça coupe un peu en fait les ponts, ça coupe le lien social, et puis dès qu'on a ce déclic, on voit effectivement certains jeunes qui vont utiliser justement ce réseau social pour ensuite se retrouver dans la vie réelle. Et c'est là où c'est une formidable, en tout cas, possibilité pour tout le monde, pas que les jeunes d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans mon entreprise lorsqu'on a mis en place un réseau social d'entreprise.
On est à peu près 900 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Et lorsqu'on a déployé un outil qui s'appelle Yammer, première chose qu'on nous a dit, c'est que vous allez tuer les relations entre les gens. Ils auront plus rien à se dire en salle de pause. Vous allez tout mettre sur le réseau. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est exactement l'opposé de ça. Les réseaux sociaux, dans réseaux sociaux, il y a le terme réseau. Et ça, il faut absolument pas l'oublier. L'objectif, c'est quand même la mise en relation d'individus avec le principe que mes amis, les amis de mes amis sont mes amis. Donc finalement, j'étends ma capacité à toucher des gens grâce à un outil numérique. Et derrière, en fait, en général, les relations, elles peuvent se développer dans la vraie vie réelle. Lorsque j'ai une question à poser par rapport à un projet que je vais avoir au travail, soit effectivement je me limite à mon réseau de connaissances et je vais appeler 2, 3, 4 personnes qui potentiellement vont répondre à ma question, soit je vais faire un post sur le réseau social de l'entreprise et là je peux toucher 50, 100, 200 personnes et derrière pourquoi pas travailler avec des gens dont j'avais pas connaissance jusqu'à présent. Et c'est vraiment cette dimension-là qui est extrêmement importante. En fait, les réseaux sociaux ne font que transposer des choses qui existaient déjà. Les échanges à la machine à café, déjà, on pouvait dire que la cafette dans une entreprise, c'était un premier réseau social, puisqu'on va y croiser des gens qui appartiennent à d'autres services, qui ont d'autres métiers. La cantine, c'est aussi traditionnellement là où on va mélanger parfois l'école blanc et l'école bleue. Donc ça peut être générateur de relations. Ben voilà, les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que ce principe-là qui est transposé de manière numérique et qui permet notamment d'abolir les distances, donc avec derrière la possibilité de toucher beaucoup plus de monde. J'avais une question un petit peu plus technique. C'est où sont stockées mes données quand je les mets sur un réseau social? Alors, en fait, c'est l'occasion de remettre en question un mythe du cloud, du nuage. On se dit, tiens, c'est dans le nuage. Non, c'est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une première chose auquel il faut avoir, faut quand même bien l'avoir en tête. On met des informations sur un réseau social, ça atterrit sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, avec des data centers, donc des grands systèmes qui vont stocker ces informations, qui peuvent être dans pas mal de pays. Alors, effectivement, la RGPD nous aide, parce qu'elle crée une obligation depuis cette loi de mai 2018 de protection, pour faire simple, des données personnelles, qui est en train d'obliger un certain nombre d'entreprises américaines, parce que c'est eux qui quand même dominent, même s'il y a quand même des gros réseaux sociaux chinois et en Asie ailleurs, à faire venir en Europe et notamment en France des data centers. Et il faut savoir que le problème que l'on a ici, c'est si votre information que vous avez mise sur un réseau social elle est aux États-Unis, eh bien, il y a tout un arsenal juridique américain qui permet à la police américaine, aux services d'espionnage, d'y avoir accès sans aucune difficulté. Alors, on connaît tous le Patriot Act, bien sûr, après les attaques du World Trade Center, mais il y a aussi une loi de 1917, je crois, lors de la Première Guerre mondiale, qui leur permet d'aller collecter des informations, quasiment les informations qu'ils veulent, et de manière assez facile. Puis le troisième point, il y a l'information que vous stockez quelque part, et il y a aussi le système d'interception que beaucoup d'États ont mis en place pour capter les flux. Alors la NSA a inauguré en 2013 un centre sur lequel ils ont investi 9 milliards de dollars. C'est une espèce de gros aspirateur qui pompe ce qui passe, et qui stocke, et qui après, avec de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données classique, en fait, on appelait ça du data science, mais c'est l'analyse de données qu'on connaît depuis les années 50. Donc, enfin bon, passons du, du machine learning pour faire à la mode, mais grosso modo, on a des gros paquets de données, et donc ils vont traiter de ça et pouvoir traiter des informations au détriment de la moindre règle de vie privée, parce qu'ils s'en moquent complètement. Alors, il y a des petits prémices aux États-Unis, notamment depuis quelques jours, pour limiter un peu cela. Il faut avoir tellement confiance dans nos meilleurs amis, notamment les Américains, dans leur capacité technique, à eux, et à d'autres c'est encore pire, pour
garder la donnée, la triturer, la conserver et nous espionner. Non. Donc on peut, je pense peut-être mettre fin aussi au mythe du fameux post Facebook. Je refuse que Facebook ait accès à mes données. Est-ce que ça fonctionne maintenant que j'ai des experts devant moi? J'aimerais avoir la réponse à cette question. Alors bon, tout ça, c'est de la galerie en fait. Donc il faut savoir que quasiment personne ne lit les conditions d'utilisation. Première chose. Deuxième chose, quand vous voulez tartiner, excusez-moi pour l'expression, mais ça m'arrive moi régulièrement parce que ça m'amuse d'aller voir les détails, c'est édifiant. Alors, une des dernières que j'ai regardé, c'était Eventbrite. Eventbrite, c'est un réseau social finalement qui vous permet de générer des inscriptions à des événements. Vous direz, c'est sympa. Il vous offre une vitrine et en fait, quand vous regardez les conditions d'utilisation, eux, c'est génial. C'est votre nom, votre email, le plus souvent le même mot de passe que sur l'email que vous allez utiliser pour accéder à la plateforme Eventbrite, à l'endroit où vous êtes, puisque c'est un événement qui est localisé à un moment donné, par exemple à Nantes, vos centres d'intérêt, par la même occasion vos amis, avec un peu de chance, le système a été organisé par une entreprise, on a tous les emails, les mots de passe de 100-150 personnes d'une entreprise. Tout ça gratuitement, parce qu'effectivement, le jeu extraordinaire des réseaux sociaux, c'est que Facebook, ou en l'occurrence Eventbrite, a externalisé un travail qui était très fastidieux avant, c'était de prendre des données et puis les saisir dans des bases de données. Maintenant, c'est les clients qui le font et qui sont contents de le faire, ils le font gratuitement parce qu'ils ont accès à quelques services. Et donc Eventbrite, dans ces conditions d'utilisation, vous dit, ah ben non, on n'utilise pas, nous on respecte la vie privée, alors là ça commence comme ça, on se dit, bah c'est pas mal, puis on continue, mais quand même, on pourrait traiter avec certaines sociétés tiers, certaines sociétés partenaires, pour vous envoyer des informations qu'on pense que nous, on pense vraiment que ça pourrait vraiment vous être utile, et c'est vraiment très nécessaire, même peut-être vous proposer des nouveaux produits qui seraient vraiment importants pour vous, alors comme si le fait de dire important justifiait n'importe quel... pas manigance, parce que finalement ils ont raison, ils offrent un produit, ils demandent quelque chose en échange, grosso modo, ils veulent savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, le maximum de données sur vous pour après vous cibler pour une offre de produit. Alors ce qui est gênant, c'est pas tellement la démarche commerciale, c'est finalement c'est qu'elle est cachée et qu'on utilise des données sans que vous puissiez le savoir. C'est ça qui est vraiment gênant. Parce qu'une entreprise vende des produits, finalement, c'est finalement le boulanger, quand il nous vend du pain, on n'est pas mécontent, hein, c'est clair. Ce qui est plus gênant, c'est l'utilisation d'informations à notre corps défendant, des informations qui sont transmises à des tiers, c'est carrément marqué sur les conditions d'utilisation d'événements. Et alors le problème qu'on a dans tout ça, c'est que les conditions d'utilisation changent. Et que quand vous avez une nouvelle version, toutes vos settings ont sauté le plus souvent. Donc tous les paramétrages que vous pouvez faire, de temps en temps sur certains réseaux sociaux, c'est bien vu, alors on parlait tout à l'heure de protection réseaux sociaux, vous avez une nouvelle version, vous recontrôlez les paramètres. C'est quoi les règles de confidentialité? Et là, la dernière affaire que l'on a, c'est TikTok. Alors TikTok, très très à la mode hein, chez les jeunes, 9 millions de jeunes je crois en France. Donc ils viennent d'avoir une condamnation il y a 2-3 jours aux États-Unis. Quelques millions de dollars, on dit c'est extraordinaire, 5 millions de dollars, c'est peanuts pour eux, mais ils demandent à des jeunes de ouvrir leur micro, pas mal quoi, la localisation, donnez-nous les photos, et on a même la droit sur les photos. Alors oui, il faudrait dire un mot sur ça, c'est que quand vous mettez des photos sur Facebook, il faut bien savoir que ces réseaux sociaux, le plus souvent, ont les droits sur vos photos. C'est-à-dire que demain, vous avez photographier votre chien ou un jeune a photographié son petit chien, ben la photo de son petit chien pourrait être dans une publicité sans qu'il ait le moindre droit pour cette photo. Donc juste pour effectivement dire que vous avez beau paramétrer, c'est une règle aussi de sécurité. Il faut en permanence, quand on a une nouvelle mise à jour, re-regarder pour voir s'il n'y a pas eu une évolution qui a été faite. Et je conseille, même si c'est fastidieux, de regarder les conditions d'utilisation, ces riches d'enseignement. Et alors je voudrais avoir une version positive, parce que c'est toujours un peu dramatique ça. Alors moi je fais une étude pour l'Union Européenne, en comparant la France et l'Angleterre, et on a fait, des assistants à moi ont interrogé 160 étudiants du supérieur, et on est sur la phase qualitative de la recherche, on va faire une recherche quantitative derrière. Et ce qu'ils évoquent beaucoup, c'est un concept qu'en anglais on va parler de guardianship, de gardiennage.
Donc ils évoquent assez souvent le fait que des enseignants, des parents ont un rôle fondamental dans la protection et la prévention. Et ça, c'est un message extrêmement positif. Quand des jeunes du supérieur vous disent « Oui, ben, je fais attention parce que ma maman était terrorisée, parce qu'on a eu un prof qui nous a dit « Faites attention, etc. » Ils le répètent très régulièrement. Donc, c'est-à-dire que des professeurs du secondaire qui nous écoutent maintenant doivent savoir que le rôle est essentiel, parce que quand il nous arrive, c'est déjà un peu trop tard. C'est un peu plus jeune, quand ils sont encore un peu plus malléables, ils seront encore plus à l'écoute des messages essentiels que vous aurez à passer. Et donc juste pour appuyer ces propos, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont des entreprises souvent américaines dont l'objectif est quand même de gagner de l'argent. Leurs services pour les utilisateurs des réseaux sociaux sont gratuits. Donc si le service est gratuit, il ne faut pas oublier, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc c'est qu'ils utilisent vos données pour faire du marketing, pour faire autre chose, pour les revendre à autre chose, à une autre société, mais leur but c'est quand même de faire de l'argent. Ils ne sont pas là uniquement pour vous faire plaisir, pour vous permettre de communiquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, et ça rejoint le discours. Je suis assez sidéré, en fait, je vois sur mon fil Facebook, je vois sur mon fil LinkedIn des choses comme ça qui défilent, du fait que on a l'impression que parce qu'on est sur Internet, les gens, avant de rentrer, avant de se connecter, ils déposent sur la table leur capacité de réflexion et leur bon sens. C'est que je vois, y compris, pas plus tard que la semaine dernière, une très bonne amie qui est notaire, donc qui connaissance certaine du droit, qui a recopié ce fameux post sur Facebook. Je vous interdis de... Je dis, non, tu crois vraiment que ça fonctionne ce truc-là? Bah non, mais on sait jamais. Et, et je pense que à notre niveau, on est tous concernés par des choses comme ça, et il faut être extrêmement vigilant de dire, finalement, mais si ça se passait dans la vraie vie, est-ce que j'accepterais de donner mes préférences sexuelles? Est-ce que j'accepterais de dire à tout le monde où j'habite? Est-ce que j'accepterais finalement qu'une entreprise américaine qui livre des plats de restaurant à domicile sache où est-ce que j'habite, où est-ce que mon ami habite, qu'est-ce qu'on aime manger, quand est-ce qu'on est à la maison le soir dans la semaine, etc., etc. Enfin, toutes ces choses-là qui ne semblent pas naturelles dans la vraie vie, d'un coup, parce qu'on se connecte sur Internet, elles deviennent acceptables, et c'est toujours un problème là-dessus. Je vais débattre un peu. Je vais débattre un peu, c'est-à-dire, je veux dire, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord sur un truc, c'est le côté dans la vraie vie. C'est-à-dire, quand on commence à donner des exemples de dans la vraie vie, c'est comme ça. Encore une fois, on veut superposer le monde physique au monde numérique, et on veut que les gens réfléchissent à ces questions à travers leurs exemples du monde physique, qui sont pas parlants. Je crois vraiment, c'est effectivement, est-ce que tu accepterais de te montrer nu devant tout le monde? C'est à peu près parlant, d'accord? Mais c'est même pas ça la réalité des choses. Et j'ai plus l'impression que le endroit où on doit travailler, c'est de montrer ce que technologiquement a changé et qui fait que justement ces réflexes de la vraie vie ne marchent pas. Alors l'exemple que je veux donner, c'est en 93, j'ai dû aller à Cuba, et à l'époque, tout le monde à Cuba était terrorisé sur le fait qu'il y avait nécessairement des micros partout. Il y avait des micros dans toutes les voitures, dans les voitures de location, il y avait des micros dans les hôtels, il y avait des micros partout. Et arrivé à un moment où on se disait, c'est juste pas possible. Je veux dire, ils ont beau avoir beaucoup de gens qui peuvent travailler éventuellement pour la police d'État, c'est pas possible de traiter ces informations-là. Moi, j'étais informaticien, je savais quel était le niveau de traitement de l'information qu'on était capable de faire, ça marchait pas. D'accord ? Il n'y avait pas le moyen de gérer ça. Enfin, j'en reste encore persuadé aujourd'hui. Et de savoir qu'aujourd'hui, en fait, si. Aujourd'hui, ces informations, le fait de ramasser tout ça, eh ben, c'est des informations qui ne sont pas perdues. C'est pas comme les informations que nous, humains, on ramasse et où, effectivement, au bout d'un moment, on a des bouquins partout, on ne sait plus quoi en faire et on ne trouve plus l'information. En fait, les algorithmes arrivent parfaitement bien à retrouver l'information, arrivent parfaitement bien à profiler les gens et à mettre ensemble, si les lois le permettent ou si les lois sont détournées et les gens le font, arrivent à faire des choses. Donc, faire comprendre ce que technologiquement est différent du monde physique, et qui fait que des choses qui seraient des risques embarrassants dans le monde physique et qui deviennent en fait des vrais risques dans le monde numérique. Je crois que c'est ça au niveau de l'éducation
qu'il faut qu'on réussisse à faire passer. Donc, effectivement, voir à travers des exemples, à travers des choses que ça et ça, qui sont des choses complètement différentes, le John et Jack de tout à l'heure, comment finalement un algorithme est capable, ou les algorithmes qu'on peut concevoir, sont capables de retrouver John et Jack sur ce genre de choses-là. Et que c'est pas difficile de le stocker et de retrouver plus tard, 20 ans plus tard, parce que là, encore une fois, technologiquement, ça ne pose plus aucun problème de faire ce genre de choses-là. Alors un débat émergent maintenant, c'est plus les informations personnelles que l'on met sur les réseaux sociaux. C'est les informations qui sont induites par les informations que l'on donne, qui créent des profils, des algorithmes, et qui ne sont plus privés, puisque finalement c'est un agrégat de choses que l'on a exposées volontairement. Et le danger, assez curieusement, c'est finalement les inférences que ces sociétés peuvent faire à partir de l'information accumulée. Et là, quand vous les attaquez, vous direz, bah non, c'est pas une information privée, nous, on a déduit telle et telle chose. Alors, moi, quand j'étais étudiant, quand on faisait des études de marché, parce que j'ai fait une thèse en sciences de gestion, on avait 5-6 critères pour arriver à segmenter les gens. Ces opérateurs-là sont capables d'avoir 250 critères de segmentation et arriver à presque prédire ce que vous allez dire dans 5 minutes. Et on a le cas d'algorithmes qui ont été capables de prédire qu'une femme allait être enceinte avant qu'elle le sache. Pourquoi ? Parce que les mots-clés qu'elle cherchait, son comportement, sa vitesse de mouvement, les questions qui sont posées par rapport à l'alimentation, le fait qu'elle se dise 2 jours avant, tiens, j'ai vomi de bon matin, qu'est-ce qui se passe ? L'algorithme était de dire, tiens, toi, t'es enceinte. Et il y avait une pub qui arrivait en disant, voilà les couches bébés, et voilà une pub pour telle crèche. Donc c'est assez délirant finalement, ce monde dans lequel on arrive. Et donc un des gros débats actuellement, c'est non plus simplement penser les risques en termes d'informations diffusées, mais aussi ces inférences qui sont faites, ces profils qui en sont déduits, que l'on ne maîtrise plus, et qui peuvent créer des biais, qui sont des biais, et là c'est un danger des algorithmes, les algorithmes sont gérés par rapport à un existant, et peuvent reproduire finalement cet existant de manière pérenne. Je vais donner un exemple. On sait bien qu'aux États-Unis, la population carcérale, elle est très typée. Alors c'est des Afro-Américains, illettrés, de sexe masculin. C'est dramatique, mais c'est quand même la réalité. Et bien ça ne veut pas dire que quelqu'un qui serait afro-américain et de sexe masculin du sud des États-Unis est un criminel. Pourquoi l'algorithme a tendance à le penser, ce qui pose un vrai problème de respect de l'individu. Un noir américain qui arrive dans une banque, il a autant de raisons d'avoir un prêt qu'un blanc américain. C'est normal. Mais avec l'algorithme pourrait dire au banquier, bah faites attention, dans ce quartier-là, il y a de fortes chances que ce soit un criminel. Vous voyez bien finalement les enjeux de respect de chacun dans son intégralité, sans prendre en compte un passé et ses inférences qui vont créer, qui créent déjà des biais. Il y a pas mal d'expériences qui ont été réalisées, qui sont assez savoureuses, notamment sur la discrimination à l'embauche, hein, générée par des systèmes de recrutement un peu automatisés. Il y a une chercheuse américaine qui a pris des CV en changeant la couleur des photos et qui les a soumis à des algorithmes. En fonction de la couleur de la photo, la probabilité d'avoir une réponse, si la photo noircissait, était plus faible. C'est délirant. À compétences identiques. Donc effectivement, on a des enjeux de société. Puis alors, le deuxième enjeu de société, très clairement aussi, c'est l'enjeu de démocratie. On va peut-être en parler, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Oui, je peux même rebondir dessus, ça c'est pas la plus simple, je l'ai gardé. Justement, quelle est l'influence des réseaux sociaux sur les événements de société? Et on a cité les élections ou le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous... Oui, bah, on le voit énormément sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut partager du contenu, n'importe qui peut déformer une réalité, peut la partager. Et dans ce monde des réseaux sociaux, ça va très vite en fait. On s'emballe très vite, on vérifie pas forcément les sources.
il y a des choses que j'ai partagées qui étaient pas du tout forcément justes. Ça m'est arrivé de faire l'erreur du contenu professionnel que je partage et après je relis, je me dis en fait rien à voir. Donc c'est vrai que là-dessus il y a du contenu qui peut facilement être partagé parce que c'est tourné d'une certaine façon, qu'on n'a pas pris le temps de vérifier les sources, parce que maintenant les médias ou pas d'ailleurs ou les marques savent très bien comment tourner le contenu pour que ça donne envie de le partager avec des mots qui donnent envie, ils savent très bien ce qu'on aime, ce qu'on a envie de voir, du contenu rapide, du contenu vidéo. On sait qu'avec la vidéo, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça va forcément très très vite. Donc avec les réseaux sociaux, il y a un besoin de sensibilisation par rapport à ce qu'on va partager, d'où provient en fait cette source. Alors je sais que les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais vous pourrez peut-être confirmer ce que je vais dire, essayent de tracer un peu les fake news pour essayer de faire attention à quel contenu de mettre en avant avec une petite alerte pour dire attention, on n'est pas source de la véracité de ce contenu, puisqu'on a vu qu'il y a eu des soucis avec les élections américaines sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'il faut être très alerte aujourd'hui là-dessus. Le souci que moi je constate, c'est que vis-à-vis des plus jeunes, beaucoup s'en moquent en fait. Il y a une maturité par rapport à la vie privée ou par rapport au contenu, en se disant mais en fait moi ça m'est égal qu'on utilise les éléments de ma vie privée, je m'en fiche aujourd'hui, ça m'est égal de partager du contenu même s'il n'est pas vrai, c'est pas grave, ça fait rire les copains, ça informe, etc. Et on se pose la question plus tard en disant mais pourquoi j'ai fait ça en fait. Moi les réseaux sociaux 2007-2008, l'arrivée de Facebook, au début j'ai utilisé Facebook à la fin de mes études, je me posais même pas la question de savoir le contenu, sans récupérer mes données, je m'en moquais complètement. Et puis le jour où on commence à chercher un boulot, là et puis il y a la maturité qui va avec, forcément on fait beaucoup plus attention à ça. Alors, juste pour contrebalancer ce qui vient d'être dit, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que c'était plutôt les générations un peu plus âgées qui avaient tendance à propager des fake news. Je crois que les plus de 50 ans propageaient en moyenne 7 fois plus les fake news que les jeunes générations. C'est peut-être que le travail d'éducation aux médias qui est fait dans les écoles, qui est fait au collège et au lycée, porte ses fruits, ne serait-ce que la vérification des sources. Il y a un phénomène qui existe qui est sauvage parce que du coup on a une vision assez déprimante ce soir des réseaux sociaux, mais un phénomène qui est assez documenté aujourd'hui, c'est le phénomène des bulles qui sont générées par les algorithmes, puisque le fonctionnement des réseaux sociaux, leur objectif, c'est globalement de capter votre temps de présence sur Internet pour maximiser la quantité de publicité que vous allez être susceptible de voir sur le temps que vous passez sur la plateforme. Donc pour maximiser ce temps-là, on va avoir tendance à vous mettre en avant du contenu qui vous plaît, qui vous intéresse. C'est sûr que si on vous met face à vous un article avec lequel vous n'êtes pas d'accord, qui reprend des positions notamment politiques qui sont différentes des vôtres, bah, vous allez vouloir tendance à passer à autre chose et plutôt de lire quelque chose non seulement avec lequel vous êtes d'accord, mais si possible, en plus si c'est choquant, si on vous dit que ce sont les Illuminati qui gouvernent le monde, ou ce sont les reptiliens, ou peu importe, que sais-je, ça va tout de suite forcément capter votre attention. Et donc l'idée, c'est que les gens ont parfois tendance à s'enfermer, ben voilà, à cause des réseaux sociaux, à s'enfermer dans une sphère de contenu avec laquelle ils sont d'accord, donc ils vont renforcer leurs propres convictions, ils vont parfois alimenter des théories complotistes ou conspirationnistes. Et donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être un canal d'information, mais très clairement, ça ne doit pas être le seul. En fait, aujourd'hui, on a encore des médias, et notamment en France, avec des journalistes qui font leur boulot, quoi qu'on en dise, on a une capacité d'avoir accès à une pluralité d'informations. Et c'est vrai que voilà, les réseaux sociaux, à mon sens, ne devraient pas être notre unique source d'information. On devrait voilà, pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres types de contenus. Une dernière question du coup pour clore le débat. On a beaucoup prononcé le mot algorithme dans les explications. Et du coup, on peut peut-être préciser les choses à ce niveau-là. Et il y avait une question qui portait justement sur l'intérêt des réseaux sociaux pour l'intelligence artificielle et pourquoi aujourd'hui les gros réseaux sociaux, comment elles utilisaient l'intelligence artificielle et pourquoi elles investissaient autant dans cette technologie.
Moi, je peux parler rapidement du côté entreprise. L'intelligence artificielle, du coup, avec les réseaux sociaux, on le voit, il y a des entreprises nantaises qui sont d'ailleurs spécialisées là-dedans. Bah, en fait, alors c'est un exemple, permettre de gagner du temps pour une entreprise. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un conseiller au téléphone ou d'avoir un conseiller derrière son ordinateur qui va répondre à mes questions, avec l'intelligence artificielle, je vais pas m'embêter, je vais paramétrer en fait cet algorithme, paramétrer cette intelligence artificielle, elle va directement répondre aux questions. Et l'internaute en face qui pose ces questions a l'impression de parler à une vraie personne, alors qu'en fait c'est un robot automatique qui va apprendre et qui va pouvoir apporter des éléments de réponse. Donc pour une entreprise, c'est justement une tâche répétitive qui nécessite de mobiliser de l'humain, qui va pouvoir remplacer par une personne qui a un gain de temps énorme. Et voilà, avec le gain de temps, on va pouvoir consacrer du temps à autre chose, développer autre chose, et donc apporter des solutions, récupérer de la data aussi, et être encore plus compétitif, en tout cas pour du point de vue d'une entreprise. Pour les personnes qui font de l'intelligence artificielle, Colin pourra peut-être confirmer, s'ils veulent par exemple faire du prédictif, savoir quelles vont être les tendances de consommation, si on va acheter beaucoup plus de bière ce week-end ou que sais-je, la difficulté c'est de trouver les données, savoir sur quoi est-ce qu'on va faire les calculs. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'on a une masse d'utilisateurs qui est très importante, avec un historique assez important, donc on va pouvoir trouver des données historisées, avec les comportements qui auront évolué, et puis c'est de voir qu'est-ce qui va arriver le week-end prochain, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine sur un critère, un sujet particulier. Donc l'intérêt, c'est surtout cette masse de données que ça procure quand on y a accès. Oui, je suis d'accord. Juste là aussi anecdotiquement, donc, je fais un peu de recherche pour essayer de faire de la recommandation de ressources éducatives. C'est-à-dire, j'aimerais proposer à quelqu'un qui apprend une vidéo qui peut lui servir. Et la RGPD, quand je suis dans ce rôle-là, elle m'embête, d'accord, parce que je ne sais pas assez de choses sur l'utilisateur. Et je suis régulièrement très jaloux de Facebook. Je me dis, si j'étais Facebook, je pourrais beaucoup mieux aider en face l'apprenant et l'élève qui veut apprendre pour lui proposer le bon truc. Donc c'est le réseau social, ce qu'il cherche, c'est quand même à rendre service, à anticiper les besoins, et donc anticiper les besoins, c'est faire du prédictif. Je veux savoir ce dont il a besoin, avec qui il pourrait être ami. Vous voyez bien qu'on vous recommande des amis. C'est des algorithmes non triviaux, ceux de décider qui pourrait être votre futur ami, ou plutôt la personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et qu'on vous recommande. Je ne sais pas si vous n'êtes pas, moi je suis surpris parfois sur LinkedIn, on me propose de rencontrer un tel et j'ai 0 ami en commun. Et comment ils font? D'où sort ça? Et donc on sent bien qu'il y a bien un croisement d'informations avec d'autres choses, ou qu'il était dans la salle en train de m'écouter, ou que j'étais dans la salle en train de l'écouter, ou qu'il s'est passé un certain nombre de choses pour pouvoir faire ça. Juste encore pour finir sur cette anecdote, mais qui fera peut-être trembler, une grande marque qui est pas vraiment un réseau social, mais qui est excellent sur le prédictif et qui a un business model dans lequel il cherche à nous vendre des objets, étudier un business model dans lequel il vous livre l'objet dont vous rêvez et que vous n'avez pas encore commandé. Vous pouvez bien sûr le renvoyer. Donc ça va sortir cette année ou l'année prochaine. On parle souvent de révolution algorithmique. À mon sens, mais peut-être vous pourrez me contredire, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans le domaine, puisqu'en fait toutes les théories mathématiques elles existent. La révolution, elle est sur le plan technique. Elle est sur les quantités de données qu'on est capable de récolter et de stocker. Et puis, on est sur la puissance des machines qui, derrière, vont pouvoir faire tourner des calculs complexes sur des quantités énormes de données. Donc, effectivement, il y a des usages qui peuvent être faits pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. Moi, j'ai envie d'apporter un regard un peu plus positif aussi sur cette chose-là, dans le sens où ça permet d'automatiser beaucoup de tâches, d'être plus efficient dans la détection de problèmes. On parlait tout à l'heure des risques sur les réseaux sociaux. Il y a notamment le risque d'être confronté à du cyberharcèlement, d'être confronté à du contenu type apologie du terrorisme, sexisme, homophobie, etc. Bon, tous ces algorithmes-là vont à un moment donné intervenir et, si ce n'est remplacer la décision humaine, au moins considérablement la faciliter et permettre peut-être d'intervenir
plus facilement dans ce cas-là. Et notamment, je voulais vous partager un projet qu'on est en train de développer avec un collectif d'entreprises sur Nantes, dans le cadre du projet Naonedia, qui consiste à travailler sur des facteurs comportementaux pour détecter les situations qui peuvent mener à du surendettement. Il y a déjà un scoring qui est fait actuellement, mais qui est fait, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Voilà, notre objectif, nous, c'est d'avancer encore une fois, sur une base comportementale, dire, bah, tiens, cette personne-là, peut-être dans 6, 8, 10 mois, elle présentera un risque important de surendettement. L'idée, bah, c'est d'être en mesure de lui proposer un accompagnement dédié avant que cette situation elle arrive. Donc, finalement, on voit bien que les algorithmes, en tant que tels, ils sont pas bons ou mauvais, ils sont l'usage qu'on voudra bien en faire. Et je pense que à ce titre-là, c'est important d'avoir un cadre éthique qui est défini en amont et d'avoir aussi des générations de jeunes qui sont éduqués, qui comprennent comment ces algorithmes fonctionnent et qui peuvent, le cas échéant, lorsqu'il y a notamment des décisions, des votes ou des expressions qui sont possibles, à prendre position pour ou contre des usages de ces algorithmes-là. Je vous remercie à tous d'avoir donné un peu de votre temps pour venir ici répondre à ces questions. Je vous remercie aussi à vous d'avoir fait le déplacement pour venir à cette conférence. Je rappelle simplement, donc la prochaine conférence aura lieu jeudi. Le thème portera sur la photographie numérique. Donc c'est un des thèmes les plus attendus et aussi peut-être un des plus complexes. Donc photographie numérique et aussi surtout tout ce qui touche à l'image numérique. Donc on aura des représentants qui travaillent sur l'image numérique médicale. On aura des personnes qui travaillent sur l'utilisation aussi des images numériques dans la numérisation par exemple d'œuvres d'art. Donc on abordera un peu tous ces sujets jeudi. Donc les conférences sont toujours ouvertes au public. Vous pourrez également les retrouver sur la chaîne YouTube de l'université et ensuite sur la plateforme ClassCode. Et j'en profite encore une fois pour vous rappeler que l'ouverture du MOOC, donc les préinscriptions au MOOC SNT sont déjà ouvertes et le MOOC en lui-même démarrera le 15 mars. Merci beaucoup à tous.